Tout d'abord, je voudrais remercier l'organisation du forum d'avoir invité Nutri7, société privée normande, à participer à cette réflexion autour de l'économie positive qui nous paraît primordiale. Jean-François Desjeux disait que discuter de la malnutrition est un sujet qui amène une ambivalence désagréable. Ça touche à la fois notre compassion, notre sensibilité, mais aussi ça nous fait réagir et met en place chez nous des mécanismes de défense ou de peur. La première fois que j'ai pu toucher un peu du doigt la malnutrition, j'avais 11 ans, j'étais au Sénégal, et ça a fait ça chez moi. C'est-à-dire que c'est une certaine attirance, on veut pouvoir faire quelque chose, on se dit que c'est inacceptable, mais ça fait peur et on ne sait pas quoi faire. Clairement, la malnutrition, c'est quoi? La malnutrition, c'est en aucun cas uniquement un manque de nourriture. Il y a les causes immédiates, qui sont les apports alimentaires inadéquats, c'est-à-dire en termes de qualité ou en termes de quantité. Un enfant qui mange du maïs toute la journée peut avoir le ventre plein, mais clairement, il n'aura pas le régime nutritionnel nécessaire à son bon développement. C'est aussi, en termes de causes immédiates, ça peut être dû à des maladies. On peut penser à la tuberculose, au paludisme, le sida, les maladies qui sont présentes dans les pays où il y a beaucoup de malnutrition. Ensuite, on a un niveau familial où l'environnement de l'enfant est compliqué, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'aura pas été allaité par sa mère, peut-être qu'il n'aura pas eu accès au vaccin. Il y a certainement des problèmes d'hygiène chez lui qui créent des diarrhées. La diarrhée, c'est encore aujourd'hui ce qui tue le plus d'enfants dans le monde. Et puis, le niveau sociétal, un gouvernement qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas pu mettre en place des politiques de soins, une politique agricole qui ne permet pas de nourrir suffisamment ou avec une suffisance en termes de diversité, un accès à l'instruction qui peut être difficile. En termes de chiffres, la malnutrition, c'est 850 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, 165 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition chronique, c'est-à-dire qu'ils ont des retards de croissance, des retards de développement moteur, des retards cognitifs, et ces retards, ils ne les rattraperont jamais. Et 50 millions qui souffrent de la malnutrition aiguë, qu'on appelle soit sévère, soit modérée, mais c'est ces enfants qu'on voit à la télé et qui sont à risque de mort. Où se trouve la malnutrition? Principalement, évidemment, en Afrique. On a tous en tête ces images d'enfants dans les camps, ou d'enfants au Kenya, en Somalie. Mais aussi en Inde, 50% des enfants qui souffrent de malnutrition aiguë aujourd'hui se trouvent en Inde. En Asie du Sud-Est, et quand on parle de l'Afrique, 50% des enfants en Afrique sont au Nigeria. Nous, voilà, en 1986, Michel Lescane, qui est notre président, notre fondateur, mon papa, donc beaucoup de choses pour moi, a créé Nutri7. D'où il a créé Nutri7, pourquoi? Ça venait d'un constat. Il travaillait dans les années 80 avec mon grand-père qui avait créé Maminova. Et ils ont commencé à travailler avec Médecins sans frontières ou avec la Croix-Rouge sur des barres protéinées spécifiques pour traiter la malnutrition. Parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que ces enfants, on parle d'enfants, le terme réel serait les populations vulnérables, mais l'enfant en petit âge, donc en dessous de 5 ans, est celui qui est le plus vulnérable à la malnutrition. Et donc dans les années 80, les chercheurs ont commencé à pouvoir définir les besoins réels de ces enfants. Et puis il y a eu les premiers, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, des camions de l'espoir qui sont partis en 84 pour libérer des produits, pour aller au Mali, Niger, Mauritanie. Et puis Nova, c'était pas son cœur de métier, avait pas obligatoirement les ressources. Et donc en 86, Michel, fort de ce constat, c'est-à-dire qu'il y avait des besoins, qu'il y avait des chercheurs qui travaillaient sur le sujet, des programmes qui commençaient à se mettre en place. Et puis avec son esprit d'entrepreneur, parce qu'on est une famille d'entrepreneurs, il savait que l'outil entreprise privée dans l'agroalimentaire pouvait permettre de fabriquer et de mettre à disposition des solutions innovantes et d'être dans des prix les moins chers possibles. À cette époque, on avait uniquement les surplus alimentaires, c'est-à-dire voilà, les céréales ou même le lait quand il y avait du lait, mais qu'en Europe, nous n'avions pas consommé, qui partait en aide alimentaire. On sait que les cours de ces aliments sont mondiaux, donc évidemment, quand nous, on n'avait pas de dispo, il y en avait encore moins dans ces pays-là, donc c'était très compliqué à gérer. Puis, avec les premières recherches, on a eu les laits fortifiés, c'est-à-dire que dans les hôpitaux, on mélangeait de la poudre de lait, de l'huile, du sucre, des minéraux et vitamines, pour donner, en suivant des formules de l'OMS, des produits aux enfants.
Mais on est des populations qui sont très vulnérables et un enfant, si on lui donne trop de vitamines, ça peut créer des diarrhées et la mort. Donc on était toujours sur des choses très sensibles. Et la première proposition de Nutri7, ça a été de proposer des laits thérapeutiques prêts à l'emploi. C'est-à-dire comme les laits qu'on a pour nos bébés chez nous, il ne fallait que rajouter de l'eau. À l'époque, on disait que rajouter de l'eau, et aujourd'hui, on se rend compte que rajouter de l'eau, on le sait tous, c'est très difficile. Il y a des problèmes d'hygiène, et donc il fallait obligatoirement des infirmières pour pouvoir mettre en place et faire ce produit. En 93, au Rwanda, parce que toutes les innovations arrivent souvent suite à une rupture, suite à un choc. En 93, au Rwanda et en RDC, pendant cette crise dans la région des Grands Lacs, le soir, les camps étaient trop dangereux, donc les infirmières repartaient. Et le matin, on trouvait ce qu'on appelait les morts du petit matin, ceux qui n'avaient pas pu être traités dans la nuit. Du coup, il a semblé vraiment nécessaire d'avoir un produit qui soit prêt à l'emploi et qui puisse redonner à la mère sa fonction de soignante de l'enfant. Et c'est là où, en 96, on a pu développer Plum Peanut. Donc, alors, Plum Peanut, c'est un petit sachet comme ça, et l'enfant l'ouvre. Et il le mange. C'est une pâte avec de la pâte d'arachide, des matières grasses végétales, poudre de lait, sucre et des minéraux et vitamines. Ça a une formulation qui suit des recommandations de l'OMS pour traiter la malnutrition sévère. Mais la grande différence, c'est que les mères le donnent à domicile. Avec ce produit, au Niger, qui a été utilisé au Niger pour la première fois à grande échelle en 2005, on avait traité 5000 enfants. L'année dernière, il y a 5,3 millions d'enfants qui ont été touchés et qui ont été traités de la malnutrition aiguë à travers le monde par des organismes onusiens type l'UNICEF ou le Programme alimentaire mondial, par des gouvernements qui commencent à prendre en charge aussi leurs propres problèmes de malnutrition. Là, aujourd'hui, je vous parle là maintenant avec ce produit de traiter la malnutrition, mais on est tous d'accord que traiter la malnutrition, ce n'est pas une solution. Il faut le faire parce que c'est des enfants qui peuvent mourir, c'est des enfants qui sont dans une situation inadmissible, mais ce n'est pas la solution de les traiter, il faudrait prévenir. Je vous ai parlé tout à l'heure de 165 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition chronique, donc qui au cours des 1000 premiers jours de la conception, donc entre le premier trimestre de la grossesse de la femme et les 2 ans de l'enfant, vont souffrir de manques sur lesquels ils ne vont jamais récupérer. Et comment on fait pour atteindre cette malnutrition ? Chez Nutri7, on a décidé de partir d'un principe qu'il fallait aider des pays ou des régions à atteindre l'autonomie nutritionnelle. L'autonomie nutritionnelle, comment on la définit ? On la définit par la capacité d'un pays ou d'une région à répondre lui-même à ses propres besoins nutritionnels, que ce soit en termes de recherche ou en termes de production. Nous, ce qu'on sait faire, c'est produire, et on sait transférer ce savoir-faire. On a vu tout à l'heure la carte de la malnutrition. Depuis 2005, Nutri7 a développé un réseau de producteurs. C'est sous une forme de franchise industrielle. Bon, donc ces producteurs sont capables, au sein de leur pays, de produire du Plum Peanut principalement et toute une gamme de produits qu'on a développés autour pour répondre aux besoins de leur pays. C'est-à-dire que si on regarde dans le long terme, l'UNICEF, les Nations Unies, n'ont pas vocation à rester dans les pays. Si l'UNICEF veut sortir d'un pays, il faut que le gouvernement local soit capable de prendre en main son propre problème de malnutrition. Pour ça, un des vecteurs très très importants est d'avoir une production locale. C'est-à-dire que le gouvernement, au lieu de parler d'enfants qui meurent dans son pays, part d'une entreprise qui est capable de régler les problèmes de son propre pays. Et c'est pour ça qu'avec Plum Peanut, qui, comme vous le voyez, est présent dans les pays dans lesquels il y a le plus de malnutrition, Haïti, le Burkina, le Niger, le Soudan, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Inde, voilà, tous ces pays dans lesquels il y a énormément de malnutrition, on va pouvoir, au milieu de ces pays, mettre en place une vraie économie. Donc là, c'est un modèle hyper compliqué et face à certains d'entre vous qui sont sûrement économistes ou qui connaissent beaucoup plus que moi, je ne vais pas vous l'expliquer. Ce qui est sûr, c'est que ce modèle, c'est pas des petits projets qu'on a mis en place à gauche, à droite. C'est un vrai modèle économique qui permet, avec un savoir-faire d'une entreprise du Nord, des problèmes qui existent dans le pays, des marchés, des bailleurs de fonds et donc potentiellement des fonds disponibles, de mettre en place une économie.
Au niveau de ce réseau, aujourd'hui, on a créé plus de 500 emplois. On a une vraie amélioration des filières agricoles, c'est-à-dire que touchant le type d'utilisateur que l'on touche, on a une exigence de qualité très importante. Donc on améliore aussi la qualité de certaines filières agricoles. En termes de services, ça a permis de développer nombreuses entreprises qui sont des entreprises de services à l'agroalimentaire. On a, par exemple, je prends l'exemple en Éthiopie d'un très gros laboratoire d'analyse microbio qui s'est mis en place parce qu'on avait besoin de faire ces analyses. Donc il va permettre d'utiliser le produit qui est fabriqué en Éthiopie, mais il va permettre aussi de permettre l'export de matières premières à partir d'Éthiopie en certifiant une qualité à d'autres pays qui voudraient avoir les analyses pour certifier cette qualité. Depuis 2005, c'est un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros dans le réseau. Ce qui est important pour nous, et ça rejoint un peu l'économie positive et ce dont a parlé Jacques Attali dans son rapport, c'est les 3 millions d'enfants qui ont été pris en charge à travers ce réseau. Chez Nutri7, on a toujours dit qu'on avait un mandat qui est de nourrir les enfants. Alors il pourrait passer à nourrir les populations vulnérables. Mais ce mandat, au-delà d'être quelque chose qu'on écrit sur le papier, c'est un peu une alternative qu'on a trouvée. On manque de cadre juridique d'une société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une société, pour chacun d'entre vous, est souvent définie par ses actionnaires, et puis pour un dirigeant, son résultat financier en fin d'année. Ce qui est très important, et on le défend aussi, parce que si on ne gagnait pas d'argent, on ne pourrait pas mettre en place les projets qu'on a envie de mettre en place. Mais ce n'est pas le seul indicateur de réussite d'une société. Et donc, chez nous, voilà, le nombre d'enfants qui vont être traités dans l'année est regardé. Aujourd'hui, moi, en tant que directrice générale de Nutri7, je suis évaluée sur mes résultats financiers aussi, mais le nombre d'enfants, à quel point on a pu augmenter l'accès à ces solutions dans le monde. Je vais, juste pour vous illustrer Plumpy Field et que vous compreniez la mécanique, vous parler du cas du Niger, vous expliquer l'histoire au Niger. Donc en 2005, on a rencontré Fatima Cissé, qui est pharmacienne, donc aussi une très belle histoire, pharmacienne au Niger, dans un pays musulman. Elle a divorcé, elle est partie faire ses études de pharma en France avec ses 3 enfants. Elle était directrice du comité d'administration de la plus grosse coopérative pharmacienne au Niger. Donc une femme impressionnante. Et puis vous voyez sur les images, elle avait la volonté de faire un produit pour traiter la malnutrition dans son pays, mais pas la technologie. Et puis, il lui manquait un certain nombre de savoir-faire. Donc, on l'a accompagnée au fur et à mesure des années. On l'a accompagnée en termes financiers, parce que l'accès au financement dans ces pays est très compliqué. Si vous voulez emprunter en RDC, les taux d'intérêt sont de 30%. Au Niger, on a mis 2 ans avant de réussir à avoir un prêt d'une banque qui vient des fonds européens qui demandent plein de garanties qui ne sont pas fournissables à une entreprise du Niger. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut aider ces entreprises, mais aussi à savoir-faire plus général, du management, du contrôle de gestion, tous ces métiers qui permettent de faire vivre et de faire fonctionner une entreprise agroalimentaire. On est rentré dans une seconde phase en 2010, c'était la phase de la construction de la nouvelle usine. Cette usine, aujourd'hui, c'est la plus grosse usine agroalimentaire du Niger. Si on regarde sur les photos, c'est la même technologie qu'on a chez Nutri7 en France, le même savoir-faire, dans un environnement qui est beaucoup plus compliqué que le nôtre, parce que si moi je devais diriger STA, qui est la société au Niger, je ne sais pas comment je ferais arriver les produits, les matières premières à temps, avoir des ressources humaines. C'est très compliqué. Et surtout, l'année dernière, pour la première fois, les programmes ont demandé 2760 tonnes de produits au Niger. Et STA a fourni 2760 tonnes, c'est-à-dire que 100% des besoins, de la demande qui était au Niger a été couvert par l'entreprise locale. C'est une vraie fierté pour nous, c'est montrer que ce n'est pas une anecdote, mais vraiment une solution économique qui existe. On peut développer aussi les pays du Sud avec l'entrepreneuriat privé. On a parlé tout à l'heure de ces produits type Plumpy Nut, et là c'est ce que produit STA beaucoup aujourd'hui en travaillant avec l'UNICEF. Sans l'UNICEF, clairement, je tiens à le dire, on n'aurait pas pu faire ce type de production locale, parce qu'il fallait un client qui y croit et qui ait ça dans ses valeurs. Mais là, on parle encore beaucoup de traitement de la malnutrition. Si dans le futur on veut aller plus loin, il faut penser à la prévention. Et là, la prévention, on n'est plus sur des programmes
comme on a pu avoir des programmes d'urgence. On n'est plus avec les Nations Unies, on n'est plus avec des ONG que l'on peut nous bien connaître, mais on est dans un monde qui est un peu inconnu puisque tout le monde travaille sur comment atteindre ces populations. Chacun a sa définition du BOP, qui est un mot horrible. Tout le monde veut faire des programmes de marketing social, qui n'est pas beaucoup plus beau. Voilà, chacun essaye de trouver un système pour toucher une population qui aujourd'hui n'est pas touchée par un marché normal. Et on ne peut pas croire qu'on va faire de la prévention avec que des programmes des Nations Unies ou des programmes d'urgence. Donc aujourd'hui, on travaille comme beaucoup sur quel type de produit. On sait la valeur nutritionnelle qu'il faut mettre dans 20 grammes d'un produit. Donc on a un produit parfait qui s'appelle Enov NutriButter. Et en prenant 20 grammes par jour, avec de l'éducation, des vaccins et un allaitement maternel, on sait que ça va marcher. Mais on ne sait pas qui va le donner, qui va l'acheter. Est-ce qu'on va devoir aller vers des systèmes de distribution hybrides ? Là, on doit travailler avec les politiques de santé publique des pays, avec peut-être des bailleurs de fonds internationaux comme la Gates qui peut financer la mise en place d'équipements. Quel type de communication, quelle sensibilisation on peut faire? Comment est-ce qu'on touche une mère? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire comprendre à une mère qu'en faisant de la prévention, elle aura un enfant qui travaillera mieux à l'école? Moi, j'ai des enfants, je sais que je dois leur laver les dents, je ne le fais jamais, ou très très peu. Voilà, c'est très compliqué la prévention et ce que ça signifie selon les cultures, ce terme de prévention. C'est primordial. L'UNICEF, suite à des rapports de la Banque mondiale, nous dit qu'en investissant $1 dans la prévention, on investira $30 en moins dans les politiques de développement. C'est-à-dire que ces enfants qui souffrent de retard de croissance, ces enfants qui vont à l'école le ventre vide et qui ne sont pas capables de suivre ce qui est dit par la maîtresse, c'est une vraie perte aussi de productivité pour le pays et pour le développement du pays. Alors, voilà ce qu'on fait et ma réflexion juste par rapport à où on est aujourd'hui et l'économie positive, ce serait de dire que dans ce réseau, on a des ONG, on a des entrepreneurs sociaux qui ont reçu plein de prix, des Américains qui sont en Haïti, ils ont reçu plein de prix d'entrepreneuriat social, c'est super. On a des businessmen en Éthiopie, par exemple, et quand un humanitaire vous dit « Ah, lui, c'est un vrai businessman », je peux vous assurer que c'est pas une qualité dans la bouche d'un humanitaire. Et pourtant, finalement, autant ce businessman que cet entrepreneur social ont été capables de mettre à disposition des enfants un produit qui va leur sauver la vie ou un produit qui va leur permettre d'étudier et d'être une force active de leur pays. Donc j'aurais envie de dire, voilà, quel que soit l'outil qu'on utilise, l'entreprise, l'entrepreneuriat social, l'ONG, quel que soit l'outil, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait et où on veut aller. Voilà, merci.